va commencer par les pubs. On va une page de publicité. Alors, je commence par une page de publicité. Le livre vert de Mouammar al-Kadhafi. Ah oui, alors ça c'est bon. Lorsque, il y a quelques années, donc j'étais en Tunisie, dans le désert, et les gens nous parlaient de Kadhafi. Parce que c'était en Tunisie, hein, mais son écho était... Il rencontrait de l'écho dans toute l'Afrique. Hein. Et donc, le livre vert, c'est déjà dans le thème de la journée, hein, puisqu'il s'agit de l'organisation de la nation. Enfin là, c'est la nation libyenne, mais il pose des questions, il donne des solutions qui sont valables pour toutes les nations. Donc c'est déjà un premier manuel de droit constitutionnel, hein, tout ça, la Constitution. Non mais c'est pas vraiment le début, hein, c'est les pubs. Non mais il croit que ça a commencé, mais non. Alors, il y a un deuxième livre qui est important pour le droit constitutionnel, c'est le livre de Maurice Bardèche sur Nuremberg. Parce qu'en réalité, le procès de... Et quand je parle comme ça va toujours? C'est juste pour pas dire 1, 2, machin. La Constitution, c'est aussi un système, pas seulement national, hein, c'est un système international, une Constitution. Et d'ailleurs, ça me fait tout de suite penser au traité de Versailles. Quand je parle là, ça va pas. Ça me fait tout de suite penser au traité de Versailles, qui avait généré la Constitution de Weimar, en Allemagne, et qui constituait, ce traité de Versailles, en fait, le socle sur lequel était bâtie même la Société des Nations. Donc vous voyez, déjà, ça nous introduit à notre thème, parce qu'il y a toujours un mélange de droit international, de droit interétatique et de droit constitutionnel dans une constitution. Et ce qu'on a vu avec le traité de Versailles, alors on l'a vu de manière... c'est pas démesuré, c'est au contraire. Le système nouveau avait trouvé sa mesure avec le procès de Nuremberg, qui est déjà un... On peut dire que c'est un moment constitutif des États actuels, la France, tout ça. L'Allemagne, n'en parlons même pas. Voilà. Vous me direz quand on commence. On commence pas tout de suite. D'accord. Et puis, un troisième, La patrie au cœur de Hugo Chavez. Alors ça, c'est aussi en rapport avec le thème, puisque Hugo Chavez... D'ailleurs, je crois que l'idée de la conférence m'est venue à propos de Chavez, à une conférence de Vincent Lapierre, puisque Hugo Chavez, je l'ai découvert, avait le projet politique. Lui, c'était pas un projet politique de réforme de la loi, de changement. Non, lui, il voulait une nouvelle constitution pour le Venezuela. Donc voilà. D'ailleurs, je remercie ceux qui ont organisé cette conférence. Donc, mais c'est Capucine. Français. On peut. C'est pas autre chose. Non. C'est Égalité et Réconciliation. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc on peut remercier Égalité et Réconciliation et Avignon et Égalité et Réconciliation Provence-Alpes-Côte d'Azur. Hein. Et puis je voudrais faire une remarque particulière, mais l'affiche n'est pas là. Ah, si. Pour l'affiche qui est une affiche de Bruce Le Goy et que je trouve extraordinaire et qui me lance un véritable défi. Parce qu'il va falloir que je sois à la hauteur de cette affiche, étant donné que vous aurez peut-être reconnu, donc c'est le serment du jeu de paume. Donc c'est le moment où en fait les représentants des États généraux qui sont à Paris en 1789, à ce moment-là je crois, ou 88, ou 89,
se constitue en fait en assemblée constituante et décide qu'il représente la nation. Bon, donc c'est un moment important. Alors, cette conférence-là sur la Constitution, c'est la première d'une série de 4 que je vais donner. Je donne ces conférences en tant que docteur en droit. En fait, j'ai étudié le droit pendant des années, je l'ai enseigné aussi. Maintenant, je suis avocat et j'écris des ouvrages qui sont édités chez Contre-Culture, l'éditeur. Bien. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà surpris et qui ne s'attendaient pas à être là? Non, ça va? Ça va? Tout va bien? Très bien. Ok. Parfait. Non, mais on ne sait jamais. Vous, madame? Non, c'est bon? Très bien. Non, mais attention, parce que ce que je vais essayer de faire, c'est pas évident. Hein. C'est pas une conférence comme on en voit. C'est une conférence à ma façon, quoi. Donc, j'ai parlé du défi. Et je vais commencer méthodiquement, comme un juriste, par poser la question. La question de la Constitution, elle se pose ces derniers temps. Elle est posée de manière le plus répandue. On entend Étienne Chouard parler de la rédaction d'une Constitution. Il dit maintenant, ça suffit, il faut que le peuple ou la population reprenne en main son destin et écrive lui-même sa Constitution, et il propose des ateliers constituants. Bien. Mais il n'y a pas que chez Étienne Chouard qu'il y a un mouvement en faveur de la Constitution. J'ai parlé tout à l'heure de Hugo Chavez. Vous avez également dans les milieux royalistes, par exemple. Eux, la Constitution républicaine ne leur convient pas. Donc ils ont forcément envie de changer la Constitution. Peut-être pas selon les procédures d'Étienne Chouard, mais néanmoins, il y a bien un ordre du jour. Hein. On peut parler aussi de mouvements qui prôneraient une dictature militaire. Une dictature militaire, ça va toucher aussi à la Constitution. Bien. Sans compter tous les mouvements politiques qui ont pignon sur rue et qui régulièrement font des réformes constitutionnelles. Il y en a eu encore avec Hollande. Donc, la question. Alors moi, je crois que si la question est importante aujourd'hui, c'est parce que, quitte à parler politique et à parler législation, je crois qu'il est plus sérieux et plus radical de parler d'une réforme ou d'une révolution. Je vais m'expliquer sur les termes. Je pense qu'il est plus sérieux de parler d'une modification de la Constitution que de la modification de la loi sur la sécurité sociale, etc., qui sont des lois secondaires par rapport à la règle qui règle toutes les autres règles. Hein. Et si la question devient de plus en plus vivante, je pense que c'est aussi parce que le peuple, on va appeler le peuple français comme ça, n'est pas vraiment libre actuellement. Et un peuple qui n'est pas libre ne peut que penser à la Constitution. Un petit peu l'idée que je vais défendre, c'est aussi que la Constitution actuelle est plutôt une prison, c'est-à-dire ce sont plutôt des liens qui tiennent le peuple asservi et qui, pour parler de manière plus politique, disons, qui tiennent la nation française dans l'asservissement. Je ne crois pas que depuis 1945, la nation française n'est plus souveraine. Enfin, la France n'est plus souveraine. Je pense que c'est un constat. Et une nation qui n'est plus souveraine, elle veut exister. D'où l'actualité de la Constitution. Alors, il y a une petite distinction que j'ai trouvée chez Carl Schmitt. J'ai dit le mot de révolution. C'est le constitutionnaliste Carl Schmitt qui faisait la distinction entre une réforme et une révolution. Selon un critère assez facile à comprendre, lorsque la source de la Constitution antérieure est la même que la source de la Constitution nouvelle, on parle de réforme. Vous voyez ? C'est-à-dire ce sont les mêmes constituants, c'est le même pouvoir constituant qui modifie sa propre constitution. On parle de révolution
lorsque c'est une autre source. C'est bien le même peuple, hein, c'est la même nation, mais ce n'est pas le même pouvoir constituant. Par exemple, là, on a la Révolution française avec des représentants aux États généraux. On aurait une révolution si c'est une constitution qui était imposée par un roi au nom de Dieu, par exemple. Là, on voit bien qu'on n'est pas dans le même... c'est pas la même source, puisque là, la source, c'était les représentants de la nation, les représentants du peuple. Voilà pour le vocabulaire. Réforme, révolution. Alors, que vous soyez juriste ou pas juriste, de toute façon, je vais reprendre les choses d'une manière élémentaire, enfin, qui, moi, me permet d'avoir une vue complète, quoi. Je crois que de nos jours, le problème n'est pas tellement de disséquer les questions à la Descartes. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est plutôt d'avoir une vue du problème dans son entièreté, quoi. Je crois que peut-être qu'à l'époque de Descartes, il y avait des amalgames de différents problèmes et qu'il fallait les couper pour avoir le problème dans son unité. Aujourd'hui, on a un problème qui est coupé en 1000 morceaux. Et on nous interdit d'en avoir une vision globale. Donc, pour reprendre les choses de manière globale, et puis en même temps, ça fait une sorte d'introduction à la discipline qui s'occupe de la Constitution, je vous rappellerai que c'est une thématique, c'est un thème, la Constitution, qui intéresse l'anthropologie politique, et puis d'autres sciences dans lesquelles je veux venir. Et pour mettre les choses en ordre, on peut regarder les choses de manière très vaste, de manière chronologique, d'une manière vaste. C'est-à-dire que on a d'abord le problème de l'humanité, c'est-à-dire l'apparition de l'homme. Alors que vous soyez créationniste ou évolutionniste, il y a une spécificité de l'humanité par rapport à l'animalité. Parce que les animaux aussi sont organisés. Enfin, un banc de poissons dans la mer, il est organisé. Bon. Il a une constitution en ce sens, déjà. Ou un essaim d'abeilles, il est constitué. Bon. Donc, on a déjà l'homme qui, à son tour, s'organise d'une certaine façon. Et c'est l'objet de l'anthropologie que d'étudier ce que l'homme fait et ce qu'il fait de particulier par rapport aux animaux. Bon. Alors, ce que nous a appris l'histoire, ce que nous ont appris l'histoire et l'anthropologie politique, c'est qu'on a assez peu de chances de se tromper en supposant que les sociétés humaines, de manière primitive ou même primordiale, elles ont une organisation politique tribale, clanique, c'est-à-dire fondée sur la famille. Et c'est une organisation politique où, ça c'est la particularité qu'avait noté Pierre Clastre, je vais aller assez vite, puis je donne des références, hein, ce sont autant de pistes à emprunter, à creuser. Pierre Clastre parlait de la séparation du pouvoir. C'est-à-dire que dans une société traditionnelle, primitive, le pouvoir est disséminé. Il est aux mains de chacun des membres de la société. Il y a une distinction entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes n'ont pas des rôles égaux, mais parmi les hommes, tous les hommes sont également guerriers, tous les hommes ont également voix au chapitre, peuvent dire leurs mots sur le destin politique de la communauté, enfin, sauf si on perd une guerre et qu'on se retrouve réduit en esclavage. Il y a une égalité en réalité de tous, et ce que Pierre Clastre notait, c'est que dans les sociétés primitives, il y a un combat permanent pour empêcher que quelqu'un devienne le chef ou prétende représenter l'unité politique. Le chef est toujours un chef provisoire, un chef de guerre momentané. Et en général, il y a des procédures que les anthropologues ont étudiées par exemple en Afrique noire. Il y a des mécanismes de moquerie, par exemple. On a un chef, remarquez, c'est toujours valable de nos jours, on se moque du chef, mais là c'est un mécanisme qui fait qu'il ne faut pas qu'il y ait une distinction. Et
je donne un autre nom, c'est le nom de Marcel Gauchet, qui disait que donc, cet univers primitif, c'est l'univers du religieux ou du magique en réalité, hein. C'est pas la religion au sens où on l'entend, et c'est un univers, c'est l'univers de l'unité ontologique, c'est-à-dire il disait il y a un seul monde. Il y a un seul monde, c'est le monde des hommes, qui est un monde d'ailleurs peuplé également de dieux, de puissances diverses et variées, mais c'est un seul monde. Bon. Ce qui constitue un saut qualitatif important, une révolution avec donc le néolithique en Égypte, en Inde, en Chine d'abord, et puis après ça s'est disséminé dans le monde entier, aujourd'hui c'est donc globalisé, c'est le phénomène, je crois qu'on peut en parler comme ça, tel qu'en parlait Rousseau, c'est-à-dire, et d'autres, c'est le passage de l'état de nature, dont on vient de parler, primitif, à l'état civil. Et ce que dit Marcel Gauchet, ce que dit Pierre Clast, c'est que l'état civil, ce qui le caractérise, c'est la dualité ontologique. C'est que d'un seul coup, le pouvoir est quelque chose de séparé. C'est-à-dire qu'il y a des hommes distincts des autres et qui incarnent la communauté politique, qui incarne le pouvoir. Donc là, on rentre dans, avec, je vous le répète, avec toute une série de sociétés antiques qui conduisent ensuite à la Grèce, à Rome, et puis à nos sociétés. Alors, la question de la Constitution, on la trouve à ce stade-là d'état civil et politique dans les communautés humaines, depuis que des groupes humains sont donc sortis comme ça d'une sorte d'innocence primitive. L'une des questions qui est discutée par les philosophes grecs, ce sont les premiers, dit-on, en Grèce, à avoir en quelque sorte pris conscience de ce qui s'était passé quelque chose et que c'était quelque chose d'assez chaotique qui était en train de se passer, qu'on a appelé le politique, et qui n'était pas aux seules mains, disons, de puissances obscures et des dieux, mais qui pouvait aussi dépendre de l'humanité elle-même. C'est-à-dire, bon, ça c'est ce qu'on appelle de manière très très vaste, très large, beaucoup sont d'accord avec ça, même des gens très réactionnaires comme Carl Schmitt, c'est le processus démocratique. C'est-à-dire, en ce sens, même une société monarchiste, elle est démocratique. C'est-à-dire, les hommes ont pris conscience qu'ils avaient une certaine maîtrise sur leur destin, pour le bien et pour le mal, hein, pour le meilleur et pour le pire. Mais ils ont un destin. Ils ont un destin auquel ils peuvent participer. Bien. Et c'est pour ça qu'on a l'apparition de cette science qui s'occupe de la Constitution. Alors, la question de la Constitution, elle est posée, donc, comme je vous disais, pas que depuis Chouard, hein. Puis d'ailleurs, Chouard, c'est un grand lecteur, y compris des anciens, justement. C'est ça qui est intéressant quand on voit sa bibliothèque, hein. Il remonte aux anciens. C'est surtout chez Aristote qu'il est question de la Constitution et des différentes formes de Constitution. Également avant Aristote, chez Platon. Donc, on a une tradition de philosophie politique qui est toujours en vigueur aujourd'hui chez les historiens, chez les sociologues. J'ai parlé de l'anthropologie, Pierre Clastre se situe dans l'anthropologie. Et on a également le droit. Le droit étant une discipline de spécialistes qui, au départ, ne sont pas constitutionnalistes. Ça, je vais en parler. Donc, on a les philosophes, on a les juristes qui font du droit. Entre le droit et la philosophie, on a toute une série de choses un petit peu vagues, comme la science politique, par exemple, qui est récente comme discipline, mais qui s'occupe également de la Constitution, la théorie générale de l'État, etc. Bon, alors, en droit, il y a une dichotomie classique entre le droit privé qui s'occupe des problèmes des particuliers, c'est-à-dire un problème de conflit avec le voisin, un problème de conflit avec votre épouse ou vos enfants, un problème de commerce, un problème de société, de droit des sociétés. Et puis le droit public qui s'occupe des grandes choses de l'État, du droit international et en particulier du droit constitutionnel. Bon, alors, moi personnellement, je n'ai pas choisi dans mon parcours l'option droit public. Néanmoins, je
je vais vous parler, en tant que donc privatiste, du droit constitutionnel. Et en cela, je suis en réalité fidèle à la tradition du droit constitutionnel la plus ancienne. Parce que chez les Romains, par exemple, il n'y avait pas de constitutionnalistes. Quand on voulait parler de l'État, on en parlait, c'était le mot employé, de manière mystérieuse. C'est-à-dire que les Romains maîtrisaient parfaitement l'organisation de la famille, par exemple, l'organisation des sociétés. Et quand ils voulaient parler du pouvoir de l'empereur, ils disaient, par exemple, pour avancer une thèse dans une dispute, parce que tous ces domaines, évidemment, sont disputés, sur la question de quel est le bon moyen de gouverner, quelle est la bonne constitution, et comment tel gouvernant est fidèle ou infidèle à la Constitution, hein, on est d'accord? On est dans des domaines extrêmement polémiques, où la Constitution actuelle est-elle la bonne, ou faut-il en changer? Bon. Quand les Romains voulaient disputer sur ces questions, ils pouvaient dire, par exemple, l'empereur est l'époux de la République. Et c'était pas par un mysticisme ou par... non, c'était parce qu'entre eux, ils se comprenaient. Ils savaient que l'époux, dans le couple, il avait un certain pouvoir avec certaines limites. Et dire l'empereur est l'époux de la République, c'était dire, attention, l'empereur, certes, c'est lui le chef, c'est lui qui a le pouvoir, mais il y a des limites. Il y a des cas où il doit demander des autorisations. Vous voyez comment une discipline juridique se scinde, enfin, en un domaine mystérieux dont on ne parle pas ouvertement, et un domaine qu'on traite régulièrement, droit des sociétés, régimes matrimoniaux, etc. Et on opère par analogie. Bien. Alors, ce n'est que depuis le XIXe siècle qu'il y a dans l'université française un enseignement de droit constitutionnel et que les constitutionnalistes ont coupé les ponts avec ce qu'on appelle les privatistes. Bon, moi, ce pont, je voudrais le reconstruire. Il y a une deuxième science, alors là c'est autre chose, c'est une science sœur du droit, et surtout au Moyen-Âge, c'est la théologie. C'est que, là on est à nouveau dans le mystère, c'est qu'il y a des échanges et une correspondance entre le discours sur les dieux et le discours sur l'État. À la limite, dans l'Antiquité, on ne parle pas de l'État, mais on parle des dieux. Et là, encore une fois, avec en perspective l'analogie entre ce qui concerne Dieu et ce qui concerne l'État. Vous voyez, donc, la question de l'État, elle est traitée par deux canaux parallèles, par le droit privé, qui vous parle de l'époux, par exemple, et par la théologie, qui vous parle des rapports, qui vous parle de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai parlé de l'époux pour le droit privé, pour le droit public. Voilà, un exemple élémentaire, c'est à creuser, ça c'est chez Bonald, qui est un contre-révolutionnaire. Bonald, par exemple, voyait très bien l'analogie entre la conception théiste. En théologie, ça veut dire Dieu est une personne, entre la personne de Dieu et le principe de la monarchie, où là aussi, l'État, donc la puissance publique, est visible dans une personne, le monarque. Vous voyez, il disait, il y a une coïncidence, mais qui n'en est pas une corrélation, une correspondance entre le théisme et la monarchie. Alors que le déisme, c'est-à-dire le déisme, c'est un Dieu indifférent au monde, un Dieu qui ne s'occupe pas du monde, qui n'intervient pas dans le monde. Là, il disait, ça correspond à une constitution, à une monarchie constitutionnelle, où le roi ne se mêle pas des affaires, en réalité, publiques, comme le monarque en Angleterre, par exemple. Il y a un Premier ministre, il y a une chambre des lords, une chambre des communes, etc. Mais le roi, lui, ne s'occupe pas, à l'image de Dieu, qui a créé le monde, certes, mais qui ne s'en occupe plus. Vous
voyez? Donc, moi, je ne fais que évoquer ces analogies. Hein. Rassurez-vous, enfin, si ça peut vous inquiéter, je n'en sais pas beaucoup plus. Hein. Bon. Mais ce sont des thèmes qui méritent de faire leur chemin. Et troisième stade, l'athéisme, l'idée il n'y a pas de Dieu, correspondait à l'anarchie. Vous voyez? Et ce qu'ajoutait Schmitt parlait d'une sociologie des concepts politiques, c'est-à-dire que la croyance commune des peuples est très importante pour comprendre le régime qu'ils adoptent ou le régime qu'ils tolèrent. Et un peuple qui devient athée, par exemple, a de fortes chances pour ne pas supporter une monarchie. Et même une monarchie constitutionnelle. Si vraiment il est dans l'athéisme, si tant est que ce soit possible d'être dans l'athéisme pur, alors il sera dans l'anarchie. Donc il y a... Et Donoso Cortés avait... Alors on parle pour cet aspect des choses de théologie politique, hein, pour cet aspect de la science. Bon. Alors je vais essayer de... Voilà pour vous prévenir. Donc, il faut me dire combien depuis le début. Ça fait 20 minutes. Ah oui, c'est déjà beaucoup. Hein. Alors, on peut dire qu'à l'ordre du jour, la question de la Constitution est inscrite. Bien. Et cela depuis la Grèce. C'est un vaste débat qui court sur donc plus de 2 millénaires. Bien. Actuellement, en Occident, depuis la Révolution française, et puis encore plus depuis Nuremberg, dont je parlais tout à l'heure, certains proclament que c'est la fin de l'histoire. Ce qu'ils entendent par « c'est la fin de l'histoire », c'est l'idée que l'histoire, c'est le champ de discussion au sujet du gouvernement des hommes et du régime politique, et du meilleur régime politique. Bon. L'histoire serait terminée dans la mesure où un régime l'aurait emporté sur tous les autres et ne ferait plus discussion, c'est le régime choisi par l'Occident démocratique, la Constitution démocratique libérale, l'état de droit. Voilà. Donc il n'y aurait plus de discussion. Tout ce qui sort de ce régime, c'est de la sauvagerie, et de la dictature, et de la tyrannie. Et ça sort du droit. Voilà. Selon une logique qui est une logique gigantesque, hein, c'est sur le long temps, hein, je vous dis, on peut dire 2500 ans de disputes, hein, qui seraient, selon les libéraux, c'est-à-dire en fait selon les Américains, de disputes qui seraient closes. Et ce régime serait fondé sur toute une série de choses. D'abord, l'individu serait titulaire de droits fondamentaux, comme la propriété, c'est-à-dire pouvoir faire son business, où il veut, quand il veut, avec qui il veut, comme il veut. Et la possibilité aussi de s'exprimer, c'est-à-dire la liberté de la presse, dans la mesure où sa liberté d'expression ne condamne pas la liberté d'expression comme telle, évidemment. Hein. De même, la liberté de faire du commerce, oui, à condition que votre propre liberté de commercer ne vienne pas heurter la liberté de commercer. Bon. Séparation des pouvoirs, très important, parce que c'est dans une logique aussi d'affaiblissement de l'État. Donc il faut que les pouvoirs soient séparés. On ne veut pas de monarchie, on ne veut pas de pouvoir unique, on veut un exécutif, un législatif, un judiciaire sans contact. C'est l'idée que l'État, il faut l'affaiblir en le divisant. Et puis une idée aussi très importante, sans laquelle, évidemment, il n'y a absolument pas d'État et de constitution, il faut des élections, si possible au suffrage universel, avec un Parlement. C'est incroyable à quel point, dans les mentalités encore aujourd'hui contemporaines françaises, on n'imagine pas... Enfin, si justement Chouard est intéressant de ce point de vue, puisque lui, il promeut le tirage au sort. Et ça, c'est très important, parce que c'est une remise en question de l'élection. L'élection pouvant se comprendre de manière très différente. Hein. Après tout, dans une monarchie, le roi, c'est un élu, quelque part. Voilà. Ça vous fait rire, mais la question étant, qui vote? Bon. Et puis, petite critique quand même pour Étienne Chouard, c'est que lui parle beaucoup de rédiger une constitution. Or, l'un des caractères
typiquement démocrate, bourgeois, libéral de la Constitution qui l'aurait emporté dans l'histoire, c'est son caractère écrit. On a du mal, on a ancré dans nos têtes l'idée que la Constitution, c'est un texte écrit. Vous voyez, comme un règlement de copropriété ou les statuts d'une société anonyme. Ça doit être noir sur blanc comme un contrat, vous voyez. Et également, l'idée que ça se discute, on négocie. Et c'est là ma critique à Étienne Chouard, c'est qu'il n'y a pas plus bourgeois comme conception que l'idée d'une constitution qui aurait été négociée pour être mise par écrit. En réalité, il faut sortir de ce schéma. Il y a des constitutions qui ne sont pas écrites. Il n'y a aucune raison de considérer que la constitution de la nation, de l'unité politique, doit exister dans un papier. Au risque d'ailleurs qu'elle ne soit qu'une constitution de papier. Enfin, l'État n'est le peuple. La nation n'est pas dans un livre. La nation n'est pas dans le livre. La nation, elle est dans la réalité. Et c'est dans la réalité qu'elle est constituée, qu'elle est organisée. Donc, il faut se défaire de cette idée. Encore une idée également importante du règne de la Constitution démocratique actuelle, ce sont les partis politiques. Les partis politiques. Mais là, déjà, je peux enchaîner sur ce que je pense, c'est-à-dire avec le système des partis politiques et des élections. C'est là qu'on a le fait que les constitutions que les démocraties occidentales, parmi lesquelles on peut compter la France, malheureusement, ces constitutions que les démocraties occidentales s'imposent et imposent au monde, ce sont des constitutions d'asservissement, mais pas seulement d'asservissement, ce sont également des constitutions de contrôle. En réalité, ce sont des armes de guerre, c'est-à-dire un État dans lequel vous n'avez pas une pluralité de partis. Il faut raisonner par rapport à un empire ou une grande puissance étrangère. D'avoir un État étranger dans lequel on a une pluralité de partis, avec des élections, avec une presse, où le pouvoir peut se conquérir grâce à l'argent, un État comme ça, il peut facilement non seulement être contrôlé, dirigé de l'extérieur, mais également renversé. Un État dans lequel vous n'avez pas une pluralité de partis politiques, c'est un État qui peut résister à une puissance impériale. Comprenez ? Ça, ce sont des choses qu'on a du mal à comprendre. Pour ma part, j'ai mieux compris le danger d'une constitution dans laquelle on a une pluralité de partis politiques. Je l'ai mieux compris quand je suis allé en Syrie, par exemple. Vous voyez ? Là, on a un pays qui est complètement déstabilisé et on se rend compte à quel point le pluralisme politique, la démocratie, c'est un ferment de guerre civile. Car avant la guerre civile en Syrie, on a eu une ouverture sur la démocratie et les élections, etc. D'ailleurs, il y avait eu le même scénario en Algérie. On avait d'abord eu la démocratie, les élections, etc. Et dans la foulée, la guerre civile. Bon. Bref. En critiquant les partis, là en France, on a vraiment de qui tenir, puisqu'on a De Gaulle. Hein. Parce que la constitution sous laquelle nous sommes actuellement est une constitution inachevée dans son projet initial. Hein. C'était le projet de Gaulle, avec toute une armada de juristes, d'ailleurs qui avaient subi l'influence, on peut dire, de Carl Schmitt. Hein. Mais depuis, on en est très loin, puisqu'il y a eu quantité de... D'abord, elle n'a pas été véritablement parachevée, notamment, on n'a pas éliminé les partis, on n'a pas éliminé, comme il voulait le faire, les députés. Hein. Lui voulait une sorte de Sénat représentatif des corporations, des professions, des régions, et... surtout, il y a eu quantité de réformes, à commencer par toute une série de réformes qui ont fait qu'on en est très loin. Bien. Alors, oui, j'ai parlé de la dimension avec le pluralisme à l'intérieur d'un État. J'ai parlé déjà du côté politique de la Constitution. Vous voyez quel enjeu ça représente, hein, à quel point ça peut être une arme de défense pour le peuple qui a une constitution qui est constituée, mais à quel point une constitution peut être également donc un meurtrier en réalité, le priver de toute sa souveraineté. Bon, il y a un autre plan auquel il faut penser, c'est que si on rentre dans la logique de la constitution démocratique libérale, en réalité, d'ailleurs il ne s'en cache pas, c'est le règne du principe de subsidiarité.
c'est-à-dire l'État français, avec sa constitution, et son conseil constitutionnel et tout ça, à son tour, habite au sein de l'Europe, qui, elle aussi, a sa constitution, ou aura sa constitution. Et l'Europe, avec ses voisins africains, sud-américains, nord-américains, asiatiques, toutes ces grandes régions du monde habitent toutes au sein de la Constitution universelle du monde, avec l'ONU, avec toute une série d'organisations internationales, l'OMS, le tribunal. Donc, en réalité, on a un État mondial, hein, tel qu'il est conçu dans la Constitution bourgeoise. D'ailleurs, les révolutionnaires français pensaient à un État mondial, hein, déjà. Hein. Leur révolution, c'était la libération des peuples du monde entier, hein, sous l'État unitaire. Bon. Alors, voilà ce que la figure, en fait, que présente la Constitution, qui est censée avoir réglé la question. Hein, si vous êtes un bourgeois libéral démocrate, pour vous, l'ordre du jour ne comporte pas la question de la Constitution. C'est terminé. L'ordre du jour est clos, on n'en parle plus. Bon. Et c'est réglé, c'est un État mondial qui descend comme ça, État mondial, région, nation, région, grande région, département, communauté de communes, commune, canton, arrondissement, tout est réglé. C'est Carl Schmitt qui avait une critique fondamentale vis-à-vis de l'idée d'un État mondial, c'est que la Constitution, c'est la constitution de l'État. Et l'État, c'est une unité politique. Et ce qui fait l'unité politique, c'est le fait de ses relations d'amitié et d'hostilité avec d'autres unités politiques. C'est-à-dire, il y a, alors vraiment de manière fondamentalement constitutive du monde politique, un pluralisme. Il ne faut pas craindre l'État mondial parce que c'est une impossibilité logique. Qui dit État dit pluralité d'États, nécessairement, si on pense l'État au sens strict. Bien. Par conséquent, cette pseudo-constitution démocrate libérale, en fait, elle ne tient pas compte de la dimension politique des choses. La dimension politique des choses, c'est le meurtre, c'est la guerre civile, ce sont les invasions, c'est le choc entre les nations, c'est l'asservissement, c'est la guerre. C'est ça la réalité du monde humain, depuis, et même du monde animal, en réalité. De ce point de vue-là, on n'est pas sorti de la réalité concrète. Hein. Bon. Mais encore une fois, les démocrates libéraux donnent l'impression que nous habitons tous un roman. Donc, remettre la question à l'ordre du jour. Et d'ailleurs, je fais une première remarque au sujet de cette idée selon laquelle on aurait comme ça un vaste débat sur le gouvernement des hommes, et ce débat serait fini. En réalité, ce schéma, il a, je vous ai parlé des analogies entre droit et théologie, hein, il a un pendant théologique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le schéma historique de la théologie chrétienne. Enfin, c'est celle que je connais le mieux, mais c'est la théologie du monothéisme, en fait. C'est l'eschatologie du monothéisme. Tous les monothéismes se retrouvent. Et une petite note, d'ailleurs, Gauchet dit que le monothéisme est parfaitement lié à l'apparition de l'État. Voilà. C'est le monothéisme et le système qui va avec le pouvoir séparé. Bon, après, il s'intéresse beaucoup au système chinois et qui, eux aussi, ont un État, mais ils ont réglé la question autrement que nous, avec le monothéisme. Bon, dans le monothéisme, bon, je ne vais pas vous faire un catéchisme complet. Pour le christianisme, en tout cas, vous avez donc la création de l'homme, la chute sur Terre. Au milieu de l'histoire du genre humain, vous avez l'incarnation. Le Christ s'incarne, Jésus s'incarne au milieu du temps et ouvre la période des temps chrétiens. Et la période des temps chrétiens, elle s'étend donc du jour de l'incarnation du Christ, Noël, jusqu'à l'Apocalypse, c'est-à-dire la fin des fins, la fin des temps, qui est le jugement dernier, où là c'est la fin de la terre, la vie sur terre, il y a le paradis et il y a l'enfer. Voilà le schéma. Ce qui est intéressant pour nos problèmes, c'est que
dans l'Apocalypse, on a une période qu'on appelle le millénium, parce qu'elle est censée durer 1000 ans, mais souvent 1000 ans, ça veut dire longtemps, qui précède la fin des temps. En fait, ce n'est pas la fin des fins, mais c'est la fin, déjà, de quelque chose de chaotique, où déjà il y a une grande guerre apocalyptique, hein, une guerre finale, une lutte finale, disons, qui ouvre sur une période de paix. Une période où, dit-on, le Christ règne avec les hommes. Et cette période dure 1000 ans, encore une fois, jusqu'au jugement dernier, où là, il y a à nouveau... Hein, on dit que donc Satan est dans le monde, hein, il se bat, il est déchaîné à un moment crucial, il y a une lutte apocalyptique, et puis les chrétiens ou le Christ, les élus triomphent, Satan est enchaîné pendant 1000 ans, il est relâché juste avant la fin des temps. Vous voyez à peu près ce schéma? Bon, c'est pas évident à intégrer, mais par rapport à notre idée libérale, eux, ils auraient tendance à penser, si vous voulez, qu'on est dans le millénium. L'histoire est finie, mais c'est pas la fin des temps, on est toujours sur Terre, mais maintenant, c'est la paix. C'est un peu George Bush. C'est la liberté, la paix, la sécurité sur la Terre, grâce au modèle libéral et démocratique. Bon, je ne délire pas, encore que ce soit délirant, je veux bien le reconnaître, mais l'humanité a besoin du délire. Parce que sans délire, il ne reste plus rien. Alors, les chrétiens actuels ont complètement oublié ça. Mais longtemps, on avait cette idée, par exemple, que le millénium avait commencé avec le règne de Constantin. Vous voyez? On a les tribulations des chrétiens sous l'Empire romain. Constantin le Grand se convertit au christianisme. L'Empire devient chrétien. Eh bien, c'est le millénium. Le millénium est ouvert. Et nous serions alors, dans une certaine perspective, nous chrétiens, toujours dans le millénium. Simplement, c'est un millénium un peu chaotique et de manière inquiétante d'ailleurs. Parce que qui dit chaos dans le millénium dit fin des fins. Cette fois, l'histoire est terminée. Ce sera le jugement dernier, l'enfer et le paradis. Donc, vous voyez, il y a un conflit, il y a une dispute qui prend des dimensions religieuses et eschatologiques. Et cette dispute, elle a des liens très forts avec la question du meilleur régime politique. George Bush, son ancêtre, c'est Cromwell. Je sais, Bush n'est plus au pouvoir, mais c'est une image, c'est le Bush éternel. D'ailleurs, je me souviens que, je ne sais pas s'il a existé, mais Ben Laden regrettait, Ben Laden avait appelé à voter pour George Bush, pour le second mandat, car nous ne pourrons pas trouver plus abruti que toi. Mais c'était Cromwell. Et le projet de Cromwell, il y a une époque historique qui est très intéressante à étudier. Moi, je la connais très mal, trop mal, et j'ai plus le temps ni l'énergie. Et c'est pour ça que j'en parle ici, c'est pour donner des pistes de recherche. C'est la Révolution anglaise. C'est un moment fondamental dans notre histoire. C'est pas dans l'histoire de France, c'est dans l'histoire d'Angleterre. Vous avez une monarchie anglicane qui est renversée par des calvinistes, à la tête desquels sont Cromwell. Et ces calvinistes réunissent d'ailleurs un parlement des saints. Les élus se réunissent dans un parlement et ils vont gouverner l'Angleterre, la nation élue. Et le programme de Cromwell, je vais vous le donner, c'est 1. Que les Juifs soient dispersés sur tous les confins de la terre. Ensuite, que les Juifs soient tous regroupés en Palestine pour y reconstruire le temple de Salomon. Alors, l'Angleterre sera prête, grâce à la pureté morale qu'aura imposée Cromwell, pour traverser des tribulations de 7 ans. 7 ans de tribulation. Alors, on pourra accueillir le Christ qui reviendra, avec lequel nous vivrons paisiblement pendant 1000 ans. Vous voyez ? Et donc, on est vraiment avec Cromwell, on est vraiment dans la théologie politique. Et c'est Carl Schmitt qui notait à quel point on ne peut rien comprendre à Thomas Hobbes, que l'on présente comme étant le maître
de la constitution libérale, précisément. On ne peut rien comprendre à Thomas Hobbes si on ne comprend pas qu'il a écrit à une époque qui était foncièrement théologico-politique. Hein. J'en profite pour faire un petit lien avec George Bush. C'est que Thomas Hobbes a été étudié, avec l'aide de Carl Schmitt, par Léo Strauss. Et Léo Strauss est le maître universitaire, maître des néoconservateurs américains. Hein. Donc, vous voyez qu'on est vraiment en terrain connu. Hein. Je ne suis là que pour vous débroussailler un petit peu le terrain. Hein. Vous avez compris ? Mais je crois qu'on n'a pas de limite. Hein. Contrairement à certaines conférences où c'est 40 minutes, etc. C'est pour ça que j'aime bien venir seul. Comme ça, je peux me permettre certaines... des privautés, ça s'appelle, je crois. Que je peux pas s'il y a quelqu'un, parce que vis-à-vis de lui, c'est délicat. Puis quand je suis tout seul, c'est vraiment... Bon, il y a la star, il n'y en a qu'une, quoi. Je détends toujours un peu l'atmosphère, parce que comme j'aborde des questions un petit peu difficiles... Alors, allons-y. Alors, je voudrais dire que je vais laisser de côté les questions... Enfin, tout est politique, mais c'est Schmitt lui-même qui fait une distinction dans sa théorie de la Constitution entre les aspects les plus politiques et les aspects les plus libéraux, dit-il, mais qui sont en même temps les plus juridiques. C'est là que ma position est intéressante, c'est que justement, la Constitution libérale, c'est une constitution de commerçants et c'est une constitution de gens qui connaissent bien le droit privé et le droit civil. Bon, mais c'est comme ça, on a tous nos contradictions. Vous comprenez ? Alors, politique, j'en parlerai pas. Je parlerai pas notamment, je vais vous dire de quoi je ne vais pas parler. Parce que pour la France, il y a quand même un problème identitaire. On ne va pas se le cacher. Hein. Bon, il y a toujours un problème de langue. Hein, parce que le français, ici, on est en langue doc. Hein, et ça a été un génocide culturel d'imposer la langue française. Bon. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que la langue française. Hein, il y a un paquet de langues. Sans compter les nouvelles langues qui apparaissent. Hein. Bon. Il y a toujours eu un problème ethnique en France. Hein. Et quand il fallait faire s'entendre les Normands, aux Normands, il ne faut pas leur dire mes ancêtres les Gaulois. Il ne faut pas leur faire dire ça. Hein. Ce sont des Normands. Hein. Pareil pour les Picards, pour les Basques, pour les Catalans. Donc le problème ethnique, on connaît. Et aujourd'hui, il y a un problème ethnique. Je vais vous donner dans l'ordre. D'abord... Je ne sais pas si je vais oser. À tout seigneur, tout honneur. Bon, il y a un problème avec l'ethnie juive. Bon, déjà, en France, d'intégration. Enfin, il y a une immigration récente séfarade. Je vous sens bloqué, là. Faut vous détendre. Il y a une immigration séfarade qui est là depuis très très peu de temps. Elle est là depuis même pas 40, 70, 62. Les guerres d'Algérie, en fait. Bon. Pour ça, quand Éric Zemmour parle de rémigration... Moi, je pense qu'il pourrait donner l'exemple. Vous voyez, par exemple. Problème. Il y a un problème aussi d'immigration ashkénaze qui a commencé au XIXe siècle à cause des persécutions russes. Donc, il y a eu une immigration ashkénaze qui s'est accélérée, je ne dis pas envenimée, avec la Seconde Guerre mondiale, avec Adolf Hitler qui a fait... qui a mis les gens dehors, d'Allemagne et tout ça, et puis en Pologne. Bon. Et là, pareil... Finkielkraut, pour défendre et sauver la nation et l'identité française, le folk, il pourrait retourner à Varsovie, par exemple. Il donne l'exemple, remigration. Après, il y a une immigration européenne. Il y a les latins, avec les Italiens, les Espagnols et les Portugais. Bon. Il y a les Slaves, avec les Polonais, etc. Puis maintenant, il y a une immigration serbe, etc. Bon, tout ça, ce sont des données. Quand on veut réfléchir à la Constitution de manière concrète, l'éternel retour du concret, bon, il faut en tenir compte. Bon. Et puis, il y a une immigration maghrébine. Je vois qu'il y a des Maghrébins dans la salle, d'ailleurs, qui approuvent. Ça aussi, c'est pas tabou. On peut le dire quand même qu'il y a des gens qui viennent du Maghreb. C'est encore permis. Bon. D'ailleurs, je crois qu'ils en sont fiers. Enfin, oui, je le sais, ils en sont fiers. Et puis, il y a une immigration africaine d'Afrique noire. Bon, c'était pas une hiérarchie, Ça y est. Ils vont penser que c'est la hiérarchie des races. Non, c'est pas la hiérarchie des...
C'est compliqué, hein, tout ça. Bon, il y a également un problème religieux. Et en France, pareil, on a l'habitude, même chose, on a l'habitude du problème politique religieux. Ce sont des problèmes qui se tranchent. Hein. En général, ça se tranche de manière douloureuse. Il y a la fracture constitutive et constituante de la nation française entre les catholiques et les protestants, et notamment les calvinistes. C'est là qu'on retrouve George Bush. Il y a le problème dans l'histoire de France, de la nation française, le problème aussi avec les juifs. Parce qu'il y a eu quand même des périodes où il y avait des juifs en France, en bon nombre, et ils ont été expulsés de France, je crois à 2 reprises au moins dans l'histoire de France. En tout cas, à 1 reprise, c'est sûr. Et donc, ils sont revenus. Il y a un problème, dit-on, également, avec l'islam, paraît-il. Je ne sais pas s'il y a des musulmans dans la salle. Bon. De toute façon, un musulman, Dieu seul le sait. C'est pas vrai? S'il est musulman. C'est un secret entre lui et Dieu. Et puis, on a également... Alors, il y a des païens également, mais ça, c'est un petit peu plus folkish, hein, c'est nouveau. Ça, c'est le renouveau païen. Ça existe. Hein. Moi, j'ai des très bons amis qui s'intéressent aux fées, aux lutins, aux choses comme ça. Voilà. L'athéisme, également, est à considérer, y compris le satanisme, pourquoi pas. Bon, du point de vue du problème religieux en France. Voilà. Ça, j'en parlerai pas. Ces aspects-là, j'en parlerai pas, mais je les évoque parce que c'est des choses dont il faut tenir compte. Et puis, il y a le problème aussi social. Il y a le problème des classes sociales. Est-ce qu'un ouvrier, par exemple, il a le droit de voter? Bon, ça peut être une question. Hein. Il y a eu des époques, si vous n'aviez pas suffisamment d'argent, vous ne pouviez pas voter. Bon, tout ça, à mon avis, tout ça mérite d'être remis sur la table. Hein. Dans une perspective révolutionnaire, en tout cas, oui. Après, la question, c'est qui va faire la révolution? Et qui fera la révolution, écrira la Constitution? Au nom du peuple et de la nation française. Non, je vais me contenter des aspects juridiques les plus mécaniques. Je sais pas, moi, c'est cet aspect-là qui est mon domaine, si vous voulez. L'aspect religieux, ethnique, etc., conflit politique, c'est pas mon domaine. Moi, je suis un technicien. Et un technicien, il y a quelque chose de libéral, peut-être, dirait Carl Schmitt. Bon. Mais c'est comme ça. Donc, je vais m'intéresser à ça. C'était l'introduction. Vous voyez, ça fait combien de temps? Vous voyez, si j'avais un temps limité, on pourrait s'arrêter là. J'aurais fait une conférence. Mais je continue. Alors, ça c'est l'intro. Vous avez une question? Ouais, ça peut faire 3 heures. Non, mais l'intro, c'est important de poser, de donner les bases. Hein. Moi, je vous répète, hein, le but, que vous soyez juriste ou non juriste, c'est pas un problème de vantardise ou quoi, mais je pense que j'ai à apporter aux juristes. J'ai des choses à dire aux juristes. Bon, il se trouve que voilà. Parce que je n'ai pas fait que du droit, c'est pour ça, tout simplement. Hein. J'ai pris le temps de faire d'autres choses. Et par ailleurs, aux non-juristes, évidemment. Bon. Et ce qui est un petit peu mystérieux dans mon propos, c'est qu'il va être abordable par quelqu'un qui n'est pas du tout initié à la science juridique, et en même temps par quelqu'un qui est initié à la science juridique. Alors, je vais vous présenter les organisations modèles de la Constitution en droit privé, et ensuite on va faire de l'analyse à la Descartes. On va prendre des mécanismes, on va prendre 2 mécanismes pour expliquer comment ça fonctionne. Bon, là on est vraiment dans l'initiation au droit. Hein. Là, attention, il faut s'accrocher. Alors, dans les modèles en droit privé, on a un premier modèle, c'est la famille. D'abord, c'est le modèle originel de la vie politique dans les sociétés humaines. Hein. C'est le clan. J'ai déjà fait une conférence sur le clan, c'est-à-dire, ce sont les ancêtres, nous descendons du même ancêtre, nous appartenons à la même famille, au même clan. Hein.
On a en commun le même grand-père, on est frères quasiment, on est cousins, on est de la même famille. Et c'est par les pères, essentiellement. Hein, on va laisser tomber un peu de côté le matriarcat. C'est une organisation, autant de clans, autant d'ancêtres communs, autant de clans qui forment des unités. Et ces unités-là sont en réalité les lieux de la décision politique. Est-ce que nous faisons la vendetta contre tel autre clan, oui ou non? Bon, ça commence comme ça, la vie politique. Dans l'apparition des premières sociétés organisées égyptiennes, en Inde, en Mésopotamie, on a au départ des clans et une agrégation de clans qui se fédèrent en somme. Hein. Et d'ailleurs, il y a des quantités d'États, je parlais tout à l'heure de Kadhafi, quantité d'États modernes, actuels, continuent de fonctionner avec un système patriarcal clanique. Alors, la plupart des gens me disent le clan c'est mort, c'est fini, nous c'est l'individualisme, etc. Je reste dubitatif. Et je me demande si le clan n'est pas la cellule sociale vitale pour l'être humain. Et si vous supprimez le clan, vous ne pouvez pas le remplacer par la nation ou par autre chose. C'est pas vrai. Donc c'est une unité. Bon. Donc ça commence déjà avec une unité qui nous renvoie au droit privé. Parce que le clan, unité constituante d'une unité politique, élément de la Constitution, il est organisé par le droit civil et le droit privé. Ce sont les rapports de père à fils, les rapports de mariage, les rapports de succession, de fiançailles, d'héritage. Vous me suivez? Voilà déjà comment, par le droit privé, l'organisation des particuliers, on est de plein pied, d'emblée, dans le problème de la Constitution. D'accord? D'ailleurs, la monarchie, je vais prendre les trois formes de république au sens large. La monarchie française, qu'est-ce que c'est? C'est une maison, c'est-à-dire c'est un clan. Les Bourbons, la maison des Bourbons, c'est le clan des Francs, enfin des descendants de Clovis. Enfin, en l'occurrence, c'est de Pépin le Bref. Pardon? Les Capétiens, on a branché direct. C'est ça, c'est indirect, oui. C'est les Capétiens, c'est Pépin de Herstal, Pépin le Bref, etc. Donc, on est dans une famille, on est dans un clan, vraiment. Si vous voulez comprendre comment fonctionne, vous, occidentaux, qui ne savez plus ce qu'est une famille, si vous voulez comprendre ce qu'est une famille, intéressez-vous à la monarchie française. Voilà, à la royauté française. C'est une famille, c'est un clan. Voilà, il y a un clan que Dieu a choisi pour gouverner la France. C'est ça la monarchie française. Voilà. Après, vous avez un système aristocratique qu'on avait à Rome, où là, vous avez une assemblée de membres de clans. Les clans qui dominent un territoire ont chacun un membre dans une assemblée. C'est par exemple les grands du royaume, les pairs de France, par exemple. Voilà. Mais à Rome, c'était ça déjà, j'en ai souvent parlé. La République romaine, à l'origine, c'est une tribu de 100 clans qui se réunissent dans une assemblée qui forme un Sénat. Et le Sénat lui-même va nommer, déléguer, décider de la paix et de la guerre, etc. Et puis la démocratie, ce serait toutes les familles d'un territoire, d'une population, toutes les familles, tous les clans doivent participer à la décision politique. Voilà ce qui serait on pourrait dire, dans une démocratie, dans une aristocratie, j'essaie de raisonner en même temps, hein, dans une aristocratie, on a des clans qui sont, disons, des clans qui dominent d'autres clans. Donc on a, si vous voulez, des représentants tribaux, des chefs de tribus qui se réunissent pour former une unité politique. Alors tout ça, c'est un peu compliqué, parce qu'en plus, il y a un phénomène municipal et national. Parce qu'à Rome, par exemple, c'est une municipalité, Rome. Hein. C'est un empire, c'est une ville-empire. Hein, je prends l'exemple de Rome. Alors, pour prendre le pendant religieux, bon, on pense évidemment au clan de Dieu. Au clan de Dieu. Le peuple juif, c'est le clan de Dieu, c'est la famille de Dieu. Les descendants d'Israël, d'Abraham, c'est le clan de Dieu, hein, dans leur destinée comme ça, terrestre, donc il y a quelque chose comme ça. Après, si on passe avec le christianisme et l'islam, l'idée de famille devient politiquement plus compliquée à manier, parce que ça veut dire que toute l'humanité est enfant de Dieu. Donc là,
on a une limite par rapport aux politiques. Enfin, sauf que c'est une idée qui est a priori apolitique, parce qu'on ne peut pas avoir dans l'humanité, en principe, enfin l'humanité, tant qu'elle n'est pas en guerre contre les animaux ou contre les extraterrestres, elle forme une unité. Donc il n'y a pas de politique au sein de l'humanité en tant que telle. Bon. Sauf que, comme disait Carl Schmitt, les idées soi-disant apolitiques sont parfois les plus virulentes politiquement. C'est-à-dire qu'il suffit de considérer que tous les enfants de Dieu peuvent être en guerre contre tous les enfants du diable, par exemple. Et vous imaginez ce que ça peut donner, vous voyez? Donc, il faut toujours faire attention. Mais c'est le concept de famille qui est à l'œuvre, politiquement. Et je note en passant l'importance du modèle paternel chez les fondateurs de la Constitution actuelle, c'est chez Locke, chez Hobbes, chez Rousseau. Bref, c'est un thème classique. Une petite formule comme ça, Tocqueville, 19e siècle, sur la Révolution française, sur l'époque d'avant la Révolution. La nation avait pour le roi tout à la fois la tendresse qu'on a pour un père, donc on est dans notre thème de famille, et le respect qu'on ne doit qu'à Dieu. Vous voyez, donc là on a tout, politique, famille et religion. Et puis également Donoso Cortés, mais ça rejoint des choses dont j'ai déjà parlé. La négation de la paternité universelle entraîne la négation de la paternité domestique. La négation de l'autorité religieuse entraîne la négation de l'autorité politique. Quand l'homme se trouve sans Dieu, aussitôt le sujet se trouve sans roi et le fils sans père. Vous voyez, ça c'est Donoso Cortés au XIXe siècle. Famille, bon. Mais la famille, moi encore, même ces idées-là, c'est pas encore vraiment le stade auquel je veux vous amener. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, moi, ce sont des mécanismes avec une organisation et des rouages plus précis. Un système qu'on retrouve... Alors voilà, j'y viens. C'est le phénomène des corporations. Des corporations. Alors, on a noté depuis longtemps que, bizarrement, les constitutions de l'État faisaient penser au statut des sociétés anonymes dans le commerce. Il y a une analogie entre la constitution de l'État et les sociétés. Et les sociétés sont très vastes. Et même, par exemple, entre époux, la communauté conjugale, c'est une société. Par conséquent, dans la communauté conjugale, dans les rapports, on retrouve ce dont je vous parlais tout à l'heure, dans les rapports du mari et de sa femme, on a un modèle de constitution, au sens juridique, au sens libéral, au sens des formes du droit, au sens des mécanismes. Je vais vous expliquer quel est ce concept. On l'a également dans les ordres. Un ordre religieux, par exemple, une assemblée de moines, s'organise selon des modèles qui sont des copies de la Constitution, ou plutôt, ce sont les constitutions des États qui sont copiées sur les constitutions monacales. Par exemple, moi je suis avocat, mon ordre, j'appartiens à un ordre qui est organisé de même comme les constitutions. C'est-à-dire j'ai un bâtonnier qui est un peu le monarque. C'est le chef des avocats. Il est élu pour 2 ans, tous les 2 ans. Bon. Et puis il y a un conseil de l'ordre. Il y a une partie des avocats qui se réunissent pour prendre certaines décisions. Et puis il y a l'assemblée générale de tous les avocats. Vous êtes forcément tous au moins membres d'une de ces structures comme ça. Et c'est important ça, de comprendre que vous avez dès lors, et ça je m'adresse aussi à Étienne Chouard et à ses épigones, à ses amis, vous avez tous une expérience de la Constitution, non pas au sens... Enfin, si, c'est vrai également au sens des nations, des races, des classes, etc. Mais même au plan juridique. Un étudiant, par exemple, il forme une corporation également avec les professeurs. Bon. Alors, il faut insister sur cette structure-là. Une copropriété. J'ai un ami qui me disait, tu peux évoquer la copropriété, ça parle à tout le monde. Je lui dis, pas forcément. Moi, ça ne me parle pas beaucoup. Moi, je ne suis pas propriétaire. Mais si vous êtes propriétaire dans un appartement, qui est dans un immeuble, dans une copropriété, ou même une copropriété horizontale, l'ensemble des copropriétaires ressemble à l'ensemble des actionnaires d'une société anonyme.
Et vous avez d'ailleurs un règlement de copropriété. Bien. Et vous avez des réunions, vous avez l'Assemblée générale des copropriétaires, qui prend un certain type de décision et qui est dans un certain type de relation, et c'est ça qu'il faut étudier, avec le conseil syndical. Le conseil syndical, eux, est composé de certains copropriétaires qui se dévouent, qui sont élus, qui sont nommés, et qui contrôlent et conseillent et autorisent le syndic. Vous avez là 3 éléments qu'on retrouve même dans l'État romain, même dans l'État actuel. Alors après, l'un des travaux du juriste, un labeur que moi je suis continuellement à remettre sur l'enclume, parce que je suis prudent, j'essaie d'être prudent, et pourtant, enfin, pour quelqu'un de prudent, je suis bien imprudent. Mais néanmoins, je suis prudent. Par exemple, je fais attention, si je veux comparer l'Assemblée générale des copropriétaires, la structure Assemblée générale des copropriétaires, conseil syndical et syndic, je vais m'y reprendre à plusieurs fois avant de voir si vraiment l'Assemblée nationale et le Sénat sont l'équivalent de l'Assemblée générale, si le conseil syndical ne serait pas plutôt l'analogue de l'Assemblée nationale, vous voyez ? Quelle est la place du Congrès ? Est-ce que quand on a un Congrès, on n'a pas quelque chose qui se rapprocherait plus de l'Assemblée générale ? Quand on a une Assemblée générale, alors ce serait l'équivalent du conseil syndical. Le syndic, c'est qui le syndic ? C'est Hollande ou c'est... alors maintenant c'est Cazeneuve. C'est Hollande ou c'est Cazeneuve ? Vous voyez ? Voilà, là on est dans le droit constitutionnel. Là on fait du droit constitutionnel, en plus à la mode ancienne. D'ailleurs on pourrait dire, pour reprendre l'idée de théologie politique, où est Dieu dans une assemblée générale de copropriétaires ? Et ça, ce sont des analogies que je n'invente pas. Quand on étudie le droit canonique, la constitution des monastères, on voit que parfois certains auteurs font l'analogie avec Dieu qui de même gouverne avec une assemblée d'anges et d'archanges. Vous voyez ? Donc il est normal que le père abbé, chef de la communauté, gouverne avec un conseil de moines. Vous voyez ? Mais tout en vous parlant, il y a certaines questions que je me pose et je les ai résolues déjà. Donc voilà ce que moi j'entends, si vous voulez, c'est de ça que je veux vous informer. Je veux vous tenir informé de mon activité. Enfin, mon activité, je ne suis pas tout seul. Je dialogue avec, heureusement, Dieu merci, il y a de nos jours des juristes qui existent pour pouvoir parler de ces choses-là. Mais voilà de quoi nous parlons. J'espère que ça ne vous fera pas rire. Platon disait, si les gens savaient à quoi nous nous intéressons, ils riraient de nous. C'est chez Platon, ça. Il disait, ne donne pas tes perles aux cochons. Mais là, on n'est pas dans une assemblée de cochons. Ça, parce que le temps passe et je commence à... Alors, il y a une analogie que je trouve merveilleuse. Je l'ai mûrement sélectionnée. Parce que c'est un cas, juridiquement, de copropriété. C'est également un modèle de société anonyme, de SARL. C'est un modèle de société du business. Et en même temps, c'est une image qui a une tradition dans la philosophie politique très ancienne. Et en même temps, il y a un côté poétique, moi, que j'aime bien, c'est le navire. Le navire... il obéit à une structure du même très intéressante pour la Constitution. Et d'ailleurs, au XVIe siècle déjà, de grands juristes, je remercie Isabelle Bouvigny de cette référence. Brutus, une œuvre de la Réforme, on en parlera tout à l'heure de la Réforme. Le XVIe siècle, on en a déjà un peu parlé du XVIIe, enfin avec Hobbes et la Révolution anglaise. Il y avait un poids politique, c'était une arme politique, l'analogie avec le navire. Voilà comment est organisé le commerce maritime. Vous avez les gens de terre et les gens de mer. Les gens de terre, c'est des gens qui restent sur la terre, c'est l'armateur. C'est le propriétaire du navire, l'exercitor navis. Vous voyez ? Et
dans le mécanisme latin, c'est le commendator. Il est sur terre. Et lui, il a un rapport, on peut penser à l'Assemblée Générale des copropriétaires, moi ça me fait penser à ça, avec les gens de mer. Et à la tête des gens de mer, on a le capitaine du navire, le magister navis, qui dans le contrat qu'il passe avec l'armateur, c'est le tractator. Il est dans le rôle de tractator, vis-à-vis des tiers notamment. C'est lui qui rencontre les tiers. Vous voyez, armateur, capitaine, sont des images qu'on peut facilement avoir en tête, hein, parce que c'est important, parce que déjà on peut jongler là. Qui est le capitaine? Est-ce que c'est le roi ou est-ce que c'est le Premier ministre? Qui est le capitaine? Est-ce que l'armateur, c'est le roi? Par exemple, j'ai des professeurs de droit à l'école desquels j'étais, ils auraient eu tendance à dire que le président de la République, c'était l'armateur, et le Premier ministre, c'était le capitaine. Moi, j'en suis pas sûr. Je trouve que c'est bien imprudent d'aller si vite. Mais, ma foi, peut-être que c'est ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est le capitaine, mais c'est pas tout, vous avez également le pilote. Mais le pilote appartient déjà aux gens de l'équipage, dont n'est pas le capitaine. Hein. Gens de terre, gens de mer, et dans les gens de mer, le capitaine et les gens de l'équipage. Et à la tête de l'équipage, le pilote, le gubernator. Voilà. Et là, c'est Carl Schmitt qui dit, on est vraiment sur un concept de la philosophie politique, depuis Platon jusqu'à nos jours, hein, qui tient le timon, qui gouverne le vaisseau. Et on pense au grand timonier, à Mao Tse-tung. Le gouvernateur, c'est le caudillo, c'est le duce. Je ne sais pas si le Führer était le pilote. Je crois que le Führer, c'était surtout la tempête qui gonfle les voiles du navire. Mais il y a une image même de l'encre. Tenez, vous allez voir, comme quoi la poésie est le meilleur accès qui soit à la science du droit. L'encre, dans la constitution de l'État d'Israël, l'encre du bateau qui l'empêche de dériver et qui le tient accroché au rivage, eh ben, c'est la Constitution. Ah, ils seront toujours les meilleurs, hein, dans la poésie. Vous voyez? Mais je l'ai trouvé ailleurs. Alors, voilà, de la souplesse, hein, c'est comme en boxe, il faut rester souple. Souplesse. Dans la constitution israélienne, on nous dit que c'est l'encre du navire. Hein. La constitution le navire de l'État va s'ancrer dans la constitution. Attendez, je vais peut-être le retrouver le texte, parce que non, il faut être précis. Il faut être précis. Ça, c'est un maître qui m'apprenait ça aussi, c'est la précision et l'exactitude. On est toujours soumis à faire des erreurs. Vous voyez, quelle erreur gravissime je viens de commettre. C'est le peuple hébreu, hein, quand même, hein, les descendants d'Abraham, hein, en ligne directe. Ancrer, c'est écrit dans leur constitution, ancrer les principes dans le sol de ce texte. Voilà. Donc, en réalité, la constitution, c'est le sol, c'est le fond marin. Hein, dans la Constitution d'Israël. Mais regardez chez Montgomery, James Montgomery Beck, ne me demandez pas qui c'est, je ne sais pas. Là, il dit « La véritable interprétation de la Constitution consiste à la considérer non pas comme l'encre », ah ben voilà, c'est là que j'ai vu l'histoire de l'encre. Donc vous voyez, l'encre, le fond marin, lui dit, qui immobilise le vaisseau, mais comme la voilure qui en favorise l'heureuse navigation. Vous voyez? Ça n'a l'air de rien, mais c'est un débat qui se déroule sur 2500 ans. Vous ne pouvez pas le tenir avec des concepts à la... qui je vais prendre comme exemple, à la Derrida, ou, vous voyez, ou à la... C'est pas possible, il faut des choses plus solides. Donc voilà, je vous ai donné une image de l'ensemble. Hein. J'insiste pas sur le fait que dans une constitution, effectivement, on a des assemblées, des parlements, on a un parlement, hein, et on a des gouvernants, on a des conseils d'État, conseils constitutionnels, des conseils à profusion. Bon, pour une mettre de l'ordre, pour arriver à lire, à organiser, à savoir de quoi il s'agit,
Voilà, les clés dont les privatistes disposent, dont ils n'usent plus, parce que de nos jours, quelqu'un qui fait du droit privé, il lui est interdit de faire du droit constitutionnel, parce que ça sort du champ de ses compétences. C'est interdit. Et de même, un constitutionnaliste, il ne lui viendrait pas... Si, il va faire une petite allusion comme ça en disant « mais c'est juste en passant, ça fait penser à une société anonyme », mais c'est tout, et ça va être très mal pris. Bon. Alors, j'ai bientôt terminé. Ah bah, écoutez, on est dans les temps. Une conférence peut et doit durer 1h30, là ça fait 1h10, donc tout va bien. Tout va bien, il me reste à vous parler de deux mécanismes, comment dire. Je vous ai présenté en quelque sorte les organes, l'organisation, par rapport à tous ces éléments qui se... Mais ensuite, pour penser les rapports entre ces différents éléments, là on est dans des concepts, je vais vous parler de deux concepts centraux, la représentation, des concepts qui interviennent à tous les plans, à tous les niveaux. Par exemple, le copropriétaire peut user de la représentation pour qu'un autre copropriétaire vote à sa place. Vous voyez ? On a représentation. Mais d'un autre côté, le syndic, quand il passe des contrats avec une société de nettoyage, il représente également le syndicat et l'ensemble de la copropriété. C'est pas exactement le même concept de représentation. Donc il faut mettre de l'ordre dans les concepts. Et à l'occasion des procès, à l'occasion des disputes qui ont lieu en droit, les juristes, surtout les professeurs de droit, donc, qui ont le temps de faire ça, les étudiants en droit également, peuvent creuser, classer, penser aussi les concepts qui nous servent à trouver des solutions. Ce sont des idées. Alors là, on est vraiment dans le platonisme. Ce sont des idées. Et ce sont les idées. Alors c'est là qu'on peut dire que ce sont des idées dans la mesure où elles sont destinées à organiser le gouvernement des hommes. Elles ont quand même une certaine importance pour nous. Donc la représentation, je veux passer un peu vite. Moi j'ai repéré déjà deux concepts très distincts de représentation. Vous avez d'abord la représentation, pour revenir au clan. Chaque membre du clan représente son clan, à commencer par le chef du clan, évidemment. Lui, il le représente en un sens vraiment éminent. Il est la tête du clan, et parfois ça s'accompagne d'un signe, de cérémoniaux, etc. Mais à Rome, le fils peut représenter son père, et ce faisant, le clan. Donc, et les vendettas naissent parce que chaque membre du clan engage tous les autres. Vous voyez ? Donc il y a un phénomène de représentation. Mais c'est une représentation au sens où la partie, pour parler un peu comme les philosophes, la partie représente le tout. Alors là, il y avait un exemple que donnait Yann Thomas. Il disait par exemple, à un procès, quand on veut revendiquer un terrain, à Rome, on vient avec une motte de terre. On dit voilà, moi ce terrain est à moi, je veux ce terrain. Vous voyez ? C'est la représentation au sens vraiment de l'extrait, quoi. On voit bien qu'il y a une nature commune entre le représentant et le représenté, dont il est membre. Mais déjà, on a un concept quand même, parce que le clan, néanmoins, c'est une entité qui n'est... Enfin, elle est quand même incarnée, elle est concrète, le clan c'est concret. Mais comme les membres se succèdent, on peut rêver, se dire, mais finalement, c'est quelque chose d'abstrait qui perdure. Vous suivez, à peu près ? Alors il y a un autre concept de représentation, et c'est le concept, je dirais, de substitution. C'est celui dont parle beaucoup Thomas Hobbes, et c'est la représentation théâtrale. Lui, il prend l'exemple du théâtre. C'est-à-dire que l'acteur va jouer un personnage sans qu'il y ait forcément de ressemblance ou de rapport naturel, si vous voulez, entre l'acteur et la personne supposée, la personne qui est absente, qui n'est pas là, qui n'a peut-être jamais existé, parce qu'on peut faire par là exister des personnages imaginaires, voire des animaux,
voir des choses, voir des dieux. C'est ce que dit Hobbes. Le mécanisme permet de rendre présent quelque chose d'absent grâce à la représentation. Et Hobbes, il est tellement systématique, il dit que même moi, quand je suis présent, je suis quand même dans la représentation, sauf que je suis une personne naturelle. Par exemple, moi qui vous parle, je suis Damien Viguier, je représente Damien Viguier, et je suis une personne naturelle, dans la mesure où je suis vraiment Damien Viguier. Mais si je me mets à vous parler au nom du peuple français, mes chers compatriotes, là, je suis une personne artificielle, parce que je joue le rôle d'un autre, qui est le peuple français. Et un peuple français qui serait bien en peine d'intervenir comme ça directement sur la scène, et qui ne peut pas se passer de représentants. Encore que Schmitt disait, pour Schmitt, c'était le critère de distinction entre monarchie et démocratie. C'était dans la monarchie, on est sur le principe de représentation. Un homme, le monarque, représente le peuple. Un peuple qui n'est pas là et dont il se distingue. Il n'y a pas d'identité. Lui, il n'est pas le peuple. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une personne artificielle. Et dans la démocratie, il y a une identité entre ceux qui gouvernent et les gouvernés, les gouvernants et les gouvernés. Voilà. Donc le peuple peut être présent directement. Alors on se demande comment. Lui, il donnait l'exemple de l'acclamation. Une assemblée, par exemple, qui se prononce en acclamant son chef. Là, on est pour lui dans le processus démocratique l'un des plus purs. Mais il y a toujours un aspect représentation, parce qu'un peuple, c'est sur des millénaires. Donc on ne peut pas non plus être toujours tous, on ne peut pas être tous présents au même moment, enfin, sauf à la fin des temps. Alors, ce sont des concepts à travailler. Représentation. Moi, je crois qu'il y a aussi une magie dans la représentation, c'est qu'il y a effectivement la présence de quelque chose d'abstrait qui va apparaître, qui va être représenté, donc qui va être présent, grâce à une sorte d'organe qui est là pour l'incarner, enfin pour le représenter. Et cet organe peut être remplacé par un autre, vous voyez ? Il y a un mécanisme de substitution aussi dans la représentation. Par exemple, pour prendre certaines décisions, le syndic, par exemple, peut être remplacé par un membre de la copropriété, par exemple, qui peut devenir syndic de fait. Si le syndic n'est pas là, ou il faut agir tout de suite dans une copropriété, eh bien, la fonction de syndic, qui est vacante, il n'y a personne, elle est occupée tout de suite par quelqu'un d'autre. Comprenez ? Qui remplit cette fonction. C'est des choses qui intéressent le droit. Voilà. Alors, il y avait des pistes par rapport à l'idée de Carl Schmitt sur les analogies avec la théologie, mais j'en ai parlé à un théologien et je crois que j'ai pas trouvé de dialogue. Je m'adresse à lui d'ailleurs là, je lui dis bonjour. Il n'avait pas l'air de suivre. C'est embêtant ça. Schmitt déplorait beaucoup aussi le peu de niveau des théologiens actuels, théologiens modernes. Ce qu'il leur reprochait en fait, c'est leur manque de courage. Mais c'est pas un problème de courage à mon avis. C'est un problème c'est un problème d'intelligence. C'est un problème de formation. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, les théologiens étaient formés à l'école de la casuistique et de la dialectique. Ils étaient formés à l'école de la dispute. Alors qu'aujourd'hui, ils sont formés à la lecture. Comme ça, enfin. Vous voyez, Hobbes dit... c'est le kawa. C'est ça, on dit. Je prononce bien. Kawa. Il n'y a pas de... Non. Kawa, on dit. Non, mais c'est pas vous que je demande, c'est... On dit kawa. Kawa. Non, il n'y a pas un re. Non, kawa. D'accord. Vous voyez, qu'est-ce que ça vient faire là ? Rien. Dans aucun rapport. Mais je fais ce que je veux.
voyez, Hobbes, il dit Dieu, et vous voyez comment Hobbes fait le rattachement avec la théologie. Il dit Dieu était présent 3 fois. Une fois représenté par Moïse en tant que Père, une deuxième fois représenté par Jésus-Christ en tant que Fils, et une troisième fois représenté par les apôtres en tant qu'Esprit. Père, Fils, Esprit. Voilà comment il utilise le concept de la représentation. Bien. Non mais, on peut arrêter le... Je suis désolé, hein. Le bruit là, c'est pas possible. Non, c'est la machine là. On coupera ça au montage. Vous ferez un best-of. Il va être super. C'est pour le best-of, madame. On est obligé. Bah oui. Bah vous comprenez, les gens ici, non, ils décrochent. Alors maintenant, j'ai intitulé cette section. Quelle heure est-il? Combien de temps? Ça fait 1h20. Très bien. J'ai intitulé cette section Ars Magna, le grand art. Parce que là, c'est un domaine un peu compliqué. Je vous ai parlé de la représentation un peu longuement, et c'est à dessein. D-E-2-S-E-I-N. Mais je suis très mauvais en orthographe. C'est l'analogie dont on parle beaucoup. On dit que c'est là que Carl Schmitt a trouvé les choses, etc. Avec, vous n'allez pas me croire, avec la Sainte Messe. Et oui, c'est-à-dire avec l'Eucharistie. Il y aurait dans le mystère eucharistique, dans l'opération de la messe, c'est-à-dire la cérémonie qui, le dimanche, réunit les catholiques et les protestants aussi d'ailleurs, une théologie politique. Là, on est dans le grand mystère. Et je le dévoile aujourd'hui, car les choses ont assez duré. Maintenant, ça suffit. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que si le roi représente le corps mystique du royaume, dit-on au Moyen-Âge, le Christ représente le corps de l'Église. L'Église est un corps mystique également au Moyen-Âge. Un corps mystique, c'est-à-dire un corps invisible, absent, qui est rendu présent par le Christ, qui est la tête, et par le concile, et par la curie romaine, qui est le corps. Vous voyez, quand je vous parlais de la copropriété, concile, curie, pape. On est vraiment dans la Constitution. Et ce n'est pas un hasard. La réforme grégorienne, la grande réforme grégorienne, la grande réforme de l'Église, elle a été élaborée par des moines qui avaient étudié le droit. Et la réforme grégorienne, c'est une réforme juridique de l'Église romaine. Et les modèles de l'Église, ils les ont trouvés ou retrouvés, peut-on dire. C'est une réformation. Dans le droit romain, au sujet de la tutelle, au sujet de la succession, au sujet des régimes matrimoniaux, au sujet des sociétés. C'est ça qui a fait le modèle de l'Église, l'Église à son tour ayant servi de modèle aux États. Vous voyez ? Avec des problèmes qui étaient contenus dès le XIIe siècle et qui ont donné naissance, par dégénérescence ou par révolution, par métamorphose ou par évolution naturelle, je ne sais pas, au libéralisme et aux constitutions démocratiques libérales. Mais vous voyez, sans trop insister, on a l'Église avec le pape, mais je vous ai parlé de l'Eucharistie parce que on dit qu'il y a un mystère, il y a une relation mystérieuse entre l'Église et l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est du pain et c'est du vin, mais ce pain et ce vin, par le mystère du mystère, devient le corps et le sang du Christ. Vous voyez ? Mais les médiévaux concepteurs de la transsubstantiation au Haut Moyen-Âge insistaient bien en disant, attention, le pain que vous mangez, le vin que vous buvez, ce n'est pas le corps physique et réel de Jésus. Ce n'est pas le sang réel et physique de Jésus. Vous voyez ? Alors, j'en dis pas plus, hein, parce qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, Jésus lui-même
avant la crucifixion, a pris le pain et le vin et a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Bon. Et puis après, il y a une deuxième étape, c'est le fait que sur la croix, il s'offre lui-même en hostie vivante. C'est un sacrifice. Bon. Bref, toujours est-il que, sans aller plus loin ici, ni ailleurs pour ma part, je vous laisse vous débrouiller avec ça, et j'espère que ça vous rendra plus attentif à la messe. Il y a dans l'Eucharistie un phénomène de représentation, puisque le corps véritable et propre du Christ, dans lequel il s'est incarné et a souffert, il est figuré dans un corps mystique qu'est l'hostie consacrée. Voilà, le sacrement, c'est-à-dire le précieux sang et le corps. Voilà. Donc ça, c'était pour l'aspect représentation. Voilà. Je termine. Ça, je vais le faire de tête. Comme ça va me permettre de ne point trop déborder. Avec le phénomène de l'autorisation. Alors, le phénomène de l'autorisation, il est important aussi, et il suppose un dédoublement entre deux rôles. Alors, quel est le rapport entre ces deux rôles, entre ces deux fonctions et les structures dont je vous ai parlé, concile, curie, pape, ça, c'est mon problème. C'est le vôtre aussi, si vous voulez. Mais non, je suis prêt à le partager, je veux dire par là. C'est que je n'y arrive pas, vous voyez ? Bon, j'y arrive pas, je bute, j'arrive pas. Mais il y a sans doute un rapport. Bon. Alors, exemple, distinction auctoritas potestas. Ça, par exemple, le syndic, dans une copropriété, il a la potestas. Et le conseil syndical, il a l'auctoritas. À Rome, le Sénat, il a l'auctoritas. Les magistrats ont la potestas. D'accord ? Exemple de mécanisme, la tutelle. Un enfant est incapable d'agir lui-même et tout seul devant le magistrat. Donc, il va se présenter. Et celui que l'on appelle d'ailleurs son représentant, parce qu'il y a un jeu sur les termes, lui, l'enfant, le pupille, va dire par exemple je veux vendre ou je veux libérer. Tenez l'exemple, il veut libérer un esclave, je veux libérer cet esclave. Bon. Le tuteur, qui est son oncle en général, va approuver la parole du pupille et va lui apporter l'auctoritas. Le tuteur est en position d'auctor. Si l'auctor ne parle pas, la volonté du pupille ne vaut rien. L'esclave ne sera pas libéré. Mais le tuteur ne peut pas libérer l'esclave. Le tuteur ne peut pas prendre la place du pupille. Il n'a que l'auctoritas. Il ne peut que bloquer. C'est une sorte de veto, si vous voulez. Voilà le mécanisme. Il est absolument courant et répandu en droit des sociétés, dans les régimes matrimoniaux, dans tous les domaines, et également dans le domaine politique, encore qu'on ait du mal à le manier dans le domaine politique. Il a toute une histoire, ce rapport. Notamment, il a une histoire à Rome, parce que la réforme d'Auguste, la réforme impériale, a porté entre autres là-dessus. Et j'essaie, alors là c'est une piste que je suis en train aussi de creuser, mais là c'est pareil, j'ai du mal parce que c'est difficile avec les sources. Auguste lui-même a raconté ce qui s'était passé, l'empereur Auguste. Bon, d'après ce que j'ai compris, il était membre du Sénat. Bon, et normalement c'est le Sénat qui a l'auctoritas à Rome. Bon. Il y a quelque chose qui se joue. Le Sénat semble lui reconnaître à lui seul une auctoritas. Alors, est-ce que c'est l'auctoritas de l'ensemble du Sénat ou est-ce que c'est une auctoritas spécifique ? C'est un peu délicat. Par ailleurs, il avait aussi la potestas, il semble. Ça voudrait dire qu'on a quelqu'un qui cumule l'auctoritas et la potestas, ce qui normalement pose un problème. Lié à ces questions d'organisation et de séparation des pouvoirs, je lâche le mot, on a toujours une question de cumul qui va avec. Toujours, on ne peut pas être ici et là. D'ailleurs, c'est un païen qui disait aux chrétiens, si Dieu s'est incarné, comment le monde peut être gouverné ? Parce que s'il est plus au ciel,
ça va être le chaos sur Terre. C'est l'argument païen, ça. Le destin du couple auctoritas-potestas dans l'histoire de l'Occident est absolument fondamental parce que après Saint-Augustin, c'est-à-dire tout le Moyen-Âge, 1000 ans, pendant 1000 ans, l'Occident est structuré sur ce rapport. L'auctoritas, c'est-à-dire l'empire chrétien, car c'était un empire chrétien, l'auctoritas est tenu par l'Église, Rome, l'Église chrétienne forme l'auctoritas, et la potestas relève des rois. Il y a une formule qui est très connue, qui est une formule de Gélase, en 496 par là, vous voyez. Bon. Et il s'adresse à l'empereur, il lui dit « Sache que ce bas monde est fondamentalement régi ». Madame, on est bien dans le sujet cette fois. On est dans le gouvernement des hommes, on est bien dans la Constitution, dans les questions. Est fondamentalement régi par l'autorité sacrée des pontifes et par le pouvoir des rois. Cette formule, elle est encore politique actuellement. Elle est toujours en vigueur. Et il s'adresse à l'empereur. Notez que le poste d'empereur n'est pas forcément, comme j'ai pu l'imaginer, le poste de la potestas. Les rois ont la potestas. L'empereur, il a une fonction visiblement... Et à lire Carl Schmitt, j'ai l'impression qu'effectivement, l'empereur serait peut-être un petit peu en dehors de ce schéma. Toujours est-il que l'Occident est structuré comme ça, auctoritas potestas. Et c'est ça qui dégringole, j'allais dire, à la Réforme, au XVIe siècle. Avec l'éclatement, avec les guerres de religion, avec l'éclatement de l'unité politique de l'Occident en une pluralité d'unités politiques qui vont former autant d'États, l'Angleterre, la France, etc., l'Espagne, l'Italie plus tard, le Portugal, etc. Cette structure s'est dissoute. Alors, ça n'empêche que Thomas Hobbes, je récapitule, Thomas Hobbes, maître de Léo Strauss, lui-même maître de George Bush, Thomas Hobbes avait incrusté la structure auctoritas potestas au cœur de l'État. Il l'avait accolé au problème de la représentation. C'est-à-dire, le représenté, c'est l'auctoritas, et le représentant, c'est la potestas. Et précisément, l'auctor autorise, par exemple, si l'auctoritas, c'est un peuple s'exprime, autorise un roi ou une assemblée à gouverner. Vous voyez ? Donc, comme quoi, c'est pas complètement disparu. Il y en a qui prétendent que la distinction auctoritas potestas est dissoute. C'est l'idée de Carl Schmitt. Carl Schmitt disait on confond désormais auctoritas et potestas. Il n'y a plus d'autoritas. Enfin, c'est le synonyme ça explique le chaos actuel. L'un de ses disciples espagnols, Alvaro Dors, disait que la fonction d'autoritas est maintenant remplie par les partis politiques et par l'opinion publique. Vous voyez, cette espèce de position de retrait, mais qui est là pour valider, qui est là pour couronner, qui est là pour appuyer, et dont le pouvoir semble avoir besoin, ça serait rempli par les partis, par l'opinion. Ailleurs, il disait par des organisations plus secrètes. Bien. Un autre juriste, Supio, lui, pense que le phénomène d'auctoritas potestas survit dans le mécanisme de la régulation et des autorités indépendantes. Les autorités indépendantes seraient des auctors. Bon, c'est un petit peu minable quand on voit ce qu'a été l'auctoritas. Et Jacques Sapir, dans un tweet, vous voyez, c'est une conférence moderne, avait fait le lien entre auctoritas potestas et légalité, légitimité. C'est-à-dire la potestas, elle est maîtresse de la légalité, et l'auctoritas, elle apporte la légitimité. Bon, alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais incroyable, il a du culot. J'appelle ça du culot.
Alors je lui ai posé 2-3 questions pour essayer de creuser un peu, savoir, bon, non, il ne veut pas dialoguer avec moi. Et j'ai pas de chance, hein. C'est pour ça que je me tourne vers vous, hein. On n'est pas nombreux, je peux vous dire. Mais une autre idée de Soupio, c'est que la séparation des pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire, aurait remplacé auctoritas potestas. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est fait 3 au lieu de 2, alors c'est un peu difficile. On a tendance à dire que l'auctoritas c'est législatif et judiciaire exécutif formerait la potestas. Bon. Mais juste un mot donc sur cette séparation des pouvoirs à laquelle les constituants libéraux, démocrates, bourgeois tiennent tant. Figurez-vous qui a été promu par Locke et par Montesquieu, hein, pas par Hobbes. Hein. Là, j'ai trouvé ça. Alors, il paraît que l'idée est venue d'abord à Kant et elle est relayée par Léon Duguy, qui est un des fondateurs du droit public français, et également par Horiou. C'est-à-dire que, en réalité, les révolutionnaires français, quand ils ont promu la séparation des pouvoirs, ils auraient été fascinés par le modèle de la Trinité. La Trinité, Dieu, Père, Fils, Esprit. Alors, juste pour vous expliquer comment une telle chose est possible, le législatif, parce que Dieu commence par penser le monde, exécutif, parce qu'il le crée, par sa parole, hein, fiat, et judiciaire, j'ai un peu du mal avec le Saint-Esprit, il dit que c'est bon. Voilà. Il pense, il crée et il admire. Donc là, il y aurait dans cette théologie qu'on trouve aussi, je crois, moi je me souviens avoir lu ça chez Saint-Augustin, donc il y aurait dans la Sainte Trinité le modèle politique donc, de la séparation des pouvoirs. Et ça, c'est une théologie qu'on trouve aussi chez Hans Kelsen. Alors, les étudiants en droit constitutionnel actuels vont être contents parce qu'ils ne jurent tous plus que par Hans Kelsen. Mais Hans Kelsen, c'est vraiment la constitution libérale à 100%. Mais lui, il faisait une analogie, mais justement pour critiquer. Il disait, quand on suppose le dualisme entre l'État et l'ordre juridique, ça fait penser au dualisme de Dieu et du monde. De même que l'État transcende le droit, hein, il est au-dessus du droit, et en même temps il est soumis au droit. De même Dieu, il est extérieur, créateur du monde, extérieur, mais en même temps il s'incarne, donc il est dans le monde. Vous voyez ? Et ça c'est Hans Kelsen. Hein. Mais c'est une remarque théologico-politique, hein, que Carl Schmitt d'ailleurs, le grand adversaire de Hans Kelsen, ne remarque pas, enfin ne relève pas. Voilà. Quand les nazis sont arrivés au pouvoir, Hans Kelsen est parti aux États-Unis et Carl Schmitt a pris sa place à l'université. Qui part à la chasse perd sa place. Voilà, j'ai terminé, mais je voulais vous dire pourquoi et comment l'étude du droit civil, l'étude de la famille, l'étude du droit de la tutelle, du droit des successions, des régimes matrimoniaux, le droit peut contenir une intelligence du monde qui est aujourd'hui absolument cruciale et nécessaire. Cette intelligence du monde, c'est vrai que c'est une intelligence d'un autre monde. Quand on commence à faire du droit, on est frappé par le côté mathématique. On a vraiment cette sensation qu'il y a un monde qui double notre monde. Et en cela, nous sommes dans la souffrance, en fait. Nous subissons. Hein. Francis Cousin, par exemple, le déplore et voudrait qu'on revienne à la communauté de l'être. C'est vrai que ce n'est pas confortable. Hein. C'est un calvaire, en réalité. Ce dédoublement qui nous a fait sortir du clan et de l'unité primitive. Je vous remercie.